Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendezvous with Quentin and Thibaut and la creme de la creme of the French design sprint community. My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast. Please enjoy. Bienvenue dans un nouvel épisode toujours confiné de Gomet, le podcast du design sprint francophone fait par et pour les amoureux du design sprint. Je m'appelle Thibaut, je suis encore une fois et toujours avec plaisir accompagné de Quentin. Salut Quentin, comment ça va bien ? Ça va super, merci. Si vous aimez déjà Gomet et que vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et même sur YouTube tant qu'à faire. On prend tout ce que vous voulez, les 5 étoiles, les pouces levés, les commentaires et surtout, si vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu ou nous proposer un invité, faites-le nous savoir où vous voulez que ce soit, sur Apple Podcasts, LinkedIn, YouTube. On sera ravis d'échanger avec vous. Et si c'est votre premier épisode, bienvenue. Quentin, je crois que tu as préparé une chanson de bienvenue, non ? Ah, c'est con, hein, tu as essayé de me coincer, mais comme je l'avais vu avant, ça va pas être possible. Donc, Tu non. remarqueras que je l'ai quand même fait, je lâche rien. Allez, Ouais. aujourd'hui, on reçoit Alexandre Koch pour l'épisode 6 de Gomet. Ça va, Alexandre ? Ça va bien. Salut Alex. Salut. Tout le monde se salue, Salut, ok. Gomet. Allez. Cet épisode, il est pour les courageuses et les courageux, les braves, celles ou ceux qui ouvrent le chemin pour les suivants. On va parler de design et du design sprint en interne. Et oui, Quentin, à quoi ça ressemble la vie quand on n'est pas mandaté pour faire un design sprint, qu'on doit se battre pour lui donner naissance ? C'est ce qu'Alexandre va nous raconter aujourd'hui. Au sommaire de cet épisode, Alexandre Koch, sa vie, son œuvre, le parcours, quoi. Son arrivée chez Servier et comment il a réussi à faire évoluer le design là-bas, Avec ou sans le design sprint ? c'est lui qui nous le dira. Pour les geeks, rassurez-vous, Alexandre étanchera votre soif avec quelques petites techniques et hacks. Ouais, j'ai l'impression que j'ai présenté Jésus, mais du coup, on va se lancer. Quentin, je crois que tu nous as préparé un petit casseur de glace pour mettre Alexandre à l'aise comme un petit glaçon sur la banquise. Alors non, pas du tout. Comme d'habitude, tu as essayé de me coincer pour une deuxième fois consécutive, hein, c'est bien le cas. Ouais. Ça n'a pas marché. Et par contre, j'espère que tout le monde et tous les auditeurs auront noté ce petit effort sur la présentation, parce que ce n'est pas toujours le cas à chaque fois. Donc on est en train de level up de malade, hein. J'espère que tout le monde l'aura bien noté, avec notamment ce petit ping-pong à la fin en mode sommaire en ping-pong entre Thibaut et moi. Je ne suis pas encore hyper convaincu, on en redébriefera après l'épisode. Mais sans plus attendre, ouais, effectivement, Alex, je pense que ce serait pas mal que tu nous dises déjà si ça va bien. Alors ça va bien et bravo, gros level sur la présentation. Merci. Et ça va bien, confiné comme vous, je crois. Je pense. Bah oui, ça se voit parce que tu vois l'endroit où est confiné Thibaut, c'est pour ça que tu dis ça. C'est vrai. Non, mais ça, ouais, je suis habitué à voir ce fond chez Thibaut. Ah, tu vois. Et toi, ça a l'air un peu confiné à la campagne aussi. À la campagne. Attaque directe sur le rustique. Salopard de Parisien. C'est mérité. Bon, on commence sérieusement cet épisode ou Ouais. on continue à se vanner ? Non, on y va. Ok, bah on y va, vas-y, go, hein. Thibaut, c'est le tien. C'était pas un moment où on demandait à Alexandre ce qu'il aimait comme livre ou des choses comme ça ? Ah ouais, parce qu'on va commencer, on va faire des trucs un petit peu nouveaux, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, histoire de rentrer un peu en empathie avec notre invité et de pas attaquer tout de suite sur le design sprint. Alexandre, est-ce que tu peux nous partager un livre que tu aimes bien, par exemple, le livre que alors comme tu veux, tu le partages, soit parce que tu l'aimes bien dans l'absolu, soit parce que ça a été un livre qui a été fondateur pour toi dans ton évolution dans le design, peu importe. Ok, instant littérature donc. Eh bien, moi, j'ai été beaucoup marqué cette année par la lecture du livre Sapiens. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre en fait qui retrace un peu toute l'histoire de l'homme en fait depuis l'arrivée de Homo avec voilà ça se concentre énormément sur Homo sapiens, sur pourquoi l'homme est ce qu'il est aujourd'hui en fait. C'est super intéressant, ça traverse toutes les époques. Et ça, en fait, ça me permet de comprendre un peu mieux le monde d'aujourd'hui. Donc, ça a été une belle révélation. Ok, donc tu le conseilles à nos auditeurs. Je le conseille largement, bien sûr. Ok, excellent. Et alors, si tu ne devais retenir qu'un film, lequel ce serait ? Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup le cinéma, donc c'est une question très difficile pour moi de choisir un seul film. Mais je vais prendre mon grand classique. Je suis un grand fan d'Interstellar. Pour son côté science déjà, parce que ça se repose sur de la science, même si c'est énormément de la science-fiction. Mais voilà, il y a un côté science, ingénieur et aller plus loin que j'aime beaucoup. Bon, Voilà. est-ce que ça annonce un épisode complexe, du coup ?
Je vais essayer de faire le plus simple possible quand même. Ok, cool. Bah, peut-être que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, du coup, Ouais, maintenant. ça marche. Euh, je vais essayer d'être simple aussi alors. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur sur Paris qui s'appelle l'ISEP, qui est une école plutôt généraliste. Et j'ai fait une spécialisation en innovation et c'est là où j'ai commencé d'ailleurs à mettre un pied dans le design thinking. Et en sortant d'école, j'ai fait du conseil. Alors, après, en faisant du conseil, j'ai fait une petite parenthèse. Au départ, j'ai fait du développement mobile sur Android et iOS. Ça a duré 2 mois et très vite, je suis retourné dans ce qui me plaisait un peu plus. Et en fait, je me suis spécialisé dans les parcours utilisateurs en e-commerce. Donc, je ne faisais pas encore vraiment de l'UX, mais ouais, c'était beaucoup, c'est ça, optimisation de parcours, la relation site web, magasin, web to store, tout ça. Et j'ai eu la chance de faire beaucoup, beaucoup de clients, luxe, retail, énergie. Et ouais, j'ai fait quasiment tous les secteurs, la banque aussi d'ailleurs. Donc, c'était super intéressant. Et j'ai fini par faire le secteur de l'industrie pharmaceutique. Et aujourd'hui, je suis toujours dans l'industrie pharmaceutique. Donc, après que je m'y retrouve 8 ans, c'est ça, 8 ans de conseil. Non, Ok, c'est ça, 5 ans de conseil et 3 ans en interne dans l'industrie pharmaceutique dans une société qui s'appelle Servier. Le monsieur est une licorne, vous l'aurez compris, son parcours est vaste, donc il a fait du développement, du design. Et donc aujourd'hui, comme tu le disais, chez Servier, est-ce que peut-être tu peux nous présenter un peu Servier pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel tu es arrivé avec le sujet qui nous intéresse après? Ouais, je comprends. Je suis arrivé chez Servier avec la casquette UX designer, parce que oui, je ne l'ai pas dit avant, mais en fait, au fur et à mesure, à force de travailler en e-commerce et à force de travailler sur les parcours utilisateurs, j'ai intégré en fait le design thinking, la démarche que je chéris tant, que j'ai appris en école d'ingé pour me retrouver à faire en fait de l'UX design. Et je suis arrivé chez Servier, voilà, ils avaient un projet, ils avaient un projet autour d'un t-shirt connecté pour les patients. Et voilà, il y avait la solution, il y avait la techno, mais il manquait un peu l'histoire avec l'ensemble des personas. non, mais Et attends, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le t-shirt connecté avant que tu passes à la suite? Parce que. ouais, bien sûr. Donc ce t-shirt s'appelle le Cardio Skin. C'est un t-shirt connecté qui permet de mesurer l'électrocardiogramme des patients et qui envoie les infos directes dans le cloud, euh, sur une interface médecin en fait, pour qu'ils puissent suivre ça en direct ou pas en direct en fait, mais quand ils le souhaitent. Ok, et aujourd'hui, il est en production? Il fonctionne, ce t-shirt? Il est en production. Il y a encore un business model à trouver, mais il est en prod. Mais voilà, je pense que derrière, il y a encore un petit effort sur le business model. Ok, merci pour les précisions. Je te laisse continuer. Avec plaisir. Et donc, je suis arrivé pour une petite mission de 2 semaines pour raconter un peu l'histoire de ce t-shirt. Donc, qui va l'utiliser, à quel moment. Donc, en fait, faire les personas et les parcours utilisateurs. Donc, c'était une mission de 2 semaines. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ah, bah, ça serait pas mal de travailler en fait l'application. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire les wireframes. Et au fur et à mesure, en fait, mon métier du UX designer a commencé à intriguer parce qu'à ma connaissance, j'ai été le premier chez Servier. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai creusé mon trou. J'ai fait 3 ans du UX design chez Servier, donc sur des sujets super variés. Une majorité de sujets plutôt tournés vers le collaborateur, des outils métiers. Et en fait, au bout de 3 ans, je suis passé interne. Et c'est là qu'on m'a proposé de monter le pôle UX et design thinking. Donc aujourd'hui, je ne suis plus vraiment dans l'opérationnel, je ne fais plus vraiment de l'UX design, mais voilà, je gère un pôle composé de designers. Aujourd'hui, voilà, il y a 5 designers et il y en a un certain qui est dans cette équipe aujourd'hui, Thibaut Desquéquières. Voilà. Eh bien, enchanté, bravo, merci. Et non, mais justement, ça peut être intéressant si tu reviens un petit peu entre ton arrivée et puis aujourd'hui, cette équipe constituée, etc. Comment tu as vu le design mûrir, on va dire, chez Servier et comment tu l'as aussi accompagné, j'imagine? Ouais, alors, il faut savoir qu'au début, on me prenait un peu pour un extraterrestre, voire l'autre penchant, c'était qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, avec un peu ce bullshit de consultant. Et, donc, voilà, au début, c'était vu comme vraiment quelque chose d'étrange. Et, maintenant, aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui est processé, qui est intégré vraiment dans une équipe produit. Voilà, j'ai eu l'autorisation de monter ce pôle, donc ça montre qu'il
il y a un vrai sens maintenant à ce métier chez Servier. Alors, si je suis bien, en fait, entre le moment où tu as été internalisé chez Servier et le moment où tu as monté Spol, il y a eu 3 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en gros, quand tu as été embauché, tu as été embauché pour. C'était quoi le périmètre de ta mission? Qu'est-ce qui t'a décidé à intégrer Servier? Sachant que tu allais quand même intégrer un grand groupe dans lequel le design, manifestement, c'était le premier profil de designer à être intégré. T'es pas du tout. Enfin voilà, le groupe n'était pas du tout mature sur ce sujet-là. Mhm. Donc, tu allais nécessairement rencontrer toutes les difficultés qui allaient avec, d'incompréhension, tu l'as dit, Ouais. toutes les contraintes qui allaient arriver avec ça, avec ce qui est inhérent dans un groupe de ce type-là, hein, de cette taille-là. Et au bout de 3 ans, donc, comment tu as vécu ces 3 années-là? Qu'est-ce que tu as fait concrètement au contact des équipes? Quelle a été ta posture? Quelles étaient les difficultés que tu as pu rencontrer? Déjà, c'est la première question, puis après on passe à Ouais. la suivante. En fait, j'ai été embauché vraiment, c'est ça, pour monter ce pôle UX et Design Thinking pour, Ok. ouais, c'est ça, vraiment intégrer l'UX Design dans nos process. En fait, j'ai 2 objectifs. En fait, j'ai un objectif de fournir un peu de la ressource UX Designer, donc avec des consultants et des internes, et aussi faire de l'acculturation autour du Design Thinking. Donc, en fait, les missions, elles ont été assez variées. Au début, ce n'était pas facile. Une des premières difficultés, parce que je faisais et de l'opérationnel et du management. Donc, j'avais un peu ce rôle de construire le pôle, mais de continuer à faire tourner l'UX design. Donc, ce n'était pas facile d'avoir les 2 casquettes. Et donc, je continuais à animer des ateliers, des choses comme ça. Et voilà, au fur et à mesure, je suis passé vraiment en full management d'équipe. Et tu m'as posé une question sur les difficultés. En fait, la difficulté, c'est ça, sur le côté acculturation. Le grand changement, avec le design thinking, c'est finalement qu'on demande aux gens de venir avec des problèmes plutôt que des solutions. Et ça, je dirais que c'est un peu le fil rouge de la difficulté de ces 3 dernières années. C'est vraiment transformer en fait la manière de voir un projet. Il faut savoir que Servier, c'est une société qui a commencé, comme tous les labos pharmaceutiques, ils ont commencé leur transformation digitale il y a quelques années. Et quand je dis il y a quelques années, voilà, c'est il y a 3, 4 ans, on va dire. Très Mais tardivement. c'est pas. Pardon, tu dis. Très tardivement, donc. Très tardivement par rapport à d'autres secteurs comme la banque, l'assurance, le retail. Je pense qu'il y a c'est ça, il y a 10 ans d'écart. Et donc, quand le digital est arrivé, c'est exactement comme toutes les transformations, c'est qu'au début, souvent le métier voulait faire, tout le monde veut faire plein d'applications, on peut faire du digital, voilà, les apps c'est super, je voudrais avoir une app comme celle que j'utilise au quotidien. Et donc, il se met à y avoir presque trop de demandes finalement pour le digital. Et la difficulté, je pense que le design thinking a servi, en tout cas, et j'essaie que ça serve à rationaliser un peu tout ça en faisant en sorte que les gens viennent avec des problèmes et qu'on trouve la bonne solution en face et pas nécessairement tout de suite dégainer l'application. Et quand tu dis les gens venaient me voir avec des solutions, c'est-à-dire qu'en gros, ils te prenaient comment? Parce que ton profil n'existait pas chez Servier et d'un seul coup, on leur a dit, ou peut-être qu'on leur a pas dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, Ouais. mais allez voir Alexandre, là, il y a un mec qui fait de l'UX design, vous ne savez pas très bien ce que c'est, mais voilà, allez le voir. Enfin, comment ça se passait en fait, cette mise en relation avec le reste du groupe? Et justement, quand tu dis ils venaient avec des solutions, concrètement, qu'est-ce qu'ils attendaient de toi s'ils avaient déjà la solution finalement? Alors, très bonne question parce qu'au début, euh, on va pouvoir arriver, on va commencer de parler de design sprint. Euh, Au début, j'ai commencé, mon boss aussi a commencé à faire un peu la promotion du design sprint. Et je pense qu'au départ, il y a eu une petite incompréhension. Les gens venaient me voir parce qu'ils pensaient que j'allais leur faire des applications en 5 jours. Donc, tout au début, ça se passait comme ça. Classico. Ah, bah, C'est ça me rassure. c'est ce qui est écrit sur la couverture du livre. Enfin, presque, il faut lire ce qu'il y a Non, derrière. Mais presque. Et ça me rassure que ça soit un classique parce que ça a été un pain qui n'est pas facile. Ça rentre plusieurs fois. On me dit, bah oui, oui, je viens pour une application en 5 jours. Et C'était en 2017, ça, hein, c'est ça, hein? Il y a ouais, 3 c'était ans, en à peu 2017, près, quoi. exactement. Maintenant, ça a évolué. Et surtout, je ne fais plus le design sprint de la même manière. Je pense qu'on y reviendra après. Ouais. Mais les gens venaient me voir en me disant, en fait, j'ai un bel accompagnement du management déjà. Ok. Quand les managers se parlaient entre eux, voilà, souvent j'avais le soutien de la hiérarchie qui disait, bah voilà, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui va t'aider à faire ta solution. Voilà, rencontre Alexandre. Au début, ça s'est fait comme ça, un peu par le bouche à oreille, parce que aussi c'était le temps que je prenne ma place. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des communications, à monter une offre.
notamment voilà, une offre autour de l'intelligence collective. Et en communiquant, et puis en fait, voilà, on est un grand groupe, mais ça reste, on n'est pas 200 000 non plus. Servier, c'est un groupe de 22 000 collaborateurs. Donc, on commence à se faire connaître et au fur et à mesure, les gens viennent nous voir automatiquement. Mais en fait, c'est ça. Il y a les métiers, on va un peu leur imposer l'UX design parce qu'on pense que c'est la bonne manière de faire. Et ils ne vont pas toujours comprendre en fait quel est notre rôle. Et il va y avoir des métiers ou des personnes pour qui c'est plus naturel. Et dans ces cas-là, on va pouvoir plus facilement poser le problème avant d'aller vers la solution en fait. Ok. Donc là, en gros, quand tu es arrivé chez Servier, parce qu'on a parlé en préparant cet épisode-là de parler un petit peu d'un diagnostic de maturité justement sur Oui. l'UX design de Servier. Et tu nous as parlé notamment de ton framework. Tu peux nous en parler un petit peu, enfin de ton framework, c'est pas un framework, c'est un modèle qui permet Ouais. d'évaluer un petit peu où se trouve une entreprise dans sa maturité UX. Et est-ce que tu peux nous en parler justement un petit peu de ça? C'était intéressant. Ouais, avec plaisir. Donc, je pense que tu parles de la matrice Kekaindo, Voilà. donc c'est pas du tout de moi. J'ai trouvé ça un jour sur SlideShare. Ça vient d'une agence brésilienne. Alors, j'en sais pas beaucoup plus, mais je crois que c'est pas super connu, mais j'ai trouvé ça super efficace. Donc, c'est une matrice qui permet de mesurer le niveau de maturité d'une entreprise ou d'une équipe sur les sujets de design thinking. Et moi, je la trouve super intéressante parce qu'à chaque fois, elle explique. Enfin, il y a les items pour comprendre où est-ce qu'on en est. Et il y a les items qui sont nécessaires pour passer à l'étape suivante. Et c'est en fait une matrice sur 5 niveaux. De mémoire, le premier niveau, c'est involontaire. Enfin, ils appellent ça l'UX involontaire ou le design involontaire. Après, ça doit être auto-référencé. Après, il y a un niveau expert, centralisé et décentralisé. C'est ça. Donc, ouais, franchement, c'est une matrice, je trouve, assez efficace et pratique pour évaluer là où on en est et pour être tout à fait transparent. Aujourd'hui, chez Servier, je dirais qu'on est au début du niveau 4. C'est-à-dire qu'on a on a des expertises, on a aussi des process qui intègrent l'UX, mais c'est encore voilà, une vision centralisée. Et on n'est pas encore sur une logique de design at scale, voilà, enfin de scalabilité du design. On n'est pas encore sur quelque chose de décentralisé. Mais ça fait partie des choses qui arriveront à l'avenir. Pour redonner un petit peu de détails par rapport à cette matrice dont tu parles, puisqu'on l'a sous les yeux, effectivement, il y a 5 niveaux, c'est 5 niveaux dont tu parlais. Et la Ouais. différence sur chacun des niveaux, c'est que effectivement, sur le niveau 1, le niveau 1, alors, il y a marqué unintentional, donc ce que tu disais là, je ne me rappelle plus comment on dit en français, parce que Il l'a très bien traduit. Ouais, alors je tu l'as très bien sais pas traduit. si je l'ai bien traduit, non. Involontaire, j'ai mis, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est involontaire, exactement. Et le passage au niveau 2, en fait, c'est le fait de pouvoir avoir en fait une prise de conscience de ce qu'est l'UX et d'avoir le discours UX. C'était la première chose. Le troisième niveau, c'était de pouvoir avoir le discours et les techniques. Donc le niveau expert dont tu parlais. Le Ouais, niveau centralisé, c'est d'avoir le discours, en gros, les techniques et les process qui vont ouais, c'est avec. ça. Où là, on va commencer effectivement à scaler un peu la méthode. Et puis ensuite, c'est le passage au 5e niveau, donc au niveau vraiment scalé, quoi. Ça va être la corrélation avec les KPI et donc l'intégration de toute la dimension business et le fait de pouvoir d'avoir une vraie culture UX qui soit diffuse au sein de l'entreprise. Donc là, quand même, gros gap, parce que de ce que tu nous en dis, entre le moment où tu es arrivé, où tu avais de l'UX, j'ai perdu le mot, c'est terrible. Involontaire. Involontaire, Ouais, c'était voilà, parce que exactement ça au début. Ouais. tu avais de l'UX involontaire et en 3 ans, donc toi, tu estimes que effectivement vous êtes arrivé au début du niveau 4. Donc ça, c'est un Ouais. beau gap. Il y a eu un gros coup de boost mis cette année avec des nouvelles arrivées aussi. Alors, ce qui a changé pas mal cette année, c'est il y a une CDO qui est arrivée chez nous, donc une Chief Digital Officer, qui a donné un gros coup de boost au digital et voilà, qui a donné du sens à tout ça. Et ça nous a permis de commencer à intégrer, en fait, voilà, comme c'est expliqué dans la matrice Kekaindo, des process. C'est qu'aujourd'hui, on a des process qui sont décrits sur papier, qu'on appelle le Target Operating Model, qui intègre en fait le design thinking. Et c'est en cela où je trouve que cette année, on a vraiment franchi un cap. C'est que maintenant, dans une équipe produit, il y a un UX designer. Alors qu'avant, c'était un peu plus voilà, random. C'est ça, on avait les discours, on avait les expertises, mais ce n'était pas processé. Et on est vraiment rentré, je trouve, dans ce 4e niveau. On doit aller plus loin. Voilà, aujourd'hui, je pense que là, il faut qu'on soit meilleur. Ça va être sur la partie, tout ce qui est lien avec les KPI.
Mais à Je la pense fin de l'année, on y sera et je pense qu'en 2022, on sera top niveau 5. Et je pense qu'on mettra le lien vers la matrice. Ce serait intéressant d'avoir des retours. C'est vrai que moi, je connaissais pas l'outil. Ce que je trouve sympa, c'est la simplicité des outils qui sont mis en avant. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu les regardes, ça paraît tout bête, mais Mm. finalement, ça correspond à une réalité que je pense qu'on peut observer. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais à la fin de chaque colonne, il y a le Tools to Reach Next Level. Et donc, le premier, c'est de la formation, peut-être juste pour faire prendre conscience. Le deuxième, c'est les tests d'utilisabilité. Et je crois qu'on en parlait en se disant que finalement, ce qui était intéressant dans le cadre des sprints, c'était ça aussi, de montrer aux gens, de mettre une solution entre les mains des gens, c'est ça qui compte, tester pour passer au troisième niveau, on va dire, de maturité. Donc, je pense que ça peut nous faire aussi une transition et qui expliquerait pourquoi le sprint peut être un vecteur aussi de transformation dans les entreprises. Mais avant ça, ce qui serait intéressant, je pense, Alexandre, c'est que tu nous racontes un peu ce moment tellement marquant pour nous tous, le moment où tu as découvert et appliqué le design sprint peut-être pour la première fois. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le moment où j'ai découvert le design sprint pour la première fois, je crois que ça va être en 2015 ou 2016, à vérifier, suite à un article de Tiga, qui avait fait un très bon article dessus. Je pense qu'il existe toujours, à vérifier. Et ouais, j'avais trouvé l'article super intéressant, mais et au final, c'est assez bête la manière dont j'ai acheté le livre pour la première fois, c'est grâce à Amazon. Je vais faire une pub pour Amazon. Euh, C'était une recommandation suite à l'achat d'un livre, je ne sais plus, sur le design. Et il m'avait poussé ce livre et voilà, je voyais ce que c'était. Je me suis dit, il serait temps que je l'achète. Et quand j'ai découvert le livre, ouais, ça a été une révélation parce que en fait, ce qui m'a marqué la première fois que j'ai découvert donc la méthode Design Sprint via le livre, c'est la fluidité et la logique avec laquelle les étapes s'enchaînent. Et, euh, et en fait, quand ils expliquent dans le livre qu'ils ont mis 150 essais avant d'arriver à cette méthode, ben, en fait, je les crois et enfin, c'est évident et j'ai surtout pas envie d'y toucher. Donc, ça a été un peu ça ma première réaction à la découverte de ce livre. Et tout de suite, alors après, là, une fois que je l'ai lu, 2 semaines après, j'avais vraiment envie de démarrer un design sprint. Et à ce moment-là, ça devait être, ouais, c'était tout au début chez Servier. Et quel était, alors je ne saurais plus vous dire le sujet du design sprint, le premier. Hmm, C'est pas grave, si je sais tu te plus rappelles bien. un peu Ouais. les préparations, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette étape, c'est enfin, les souvenirs que tu peux avoir, des moments où tu l'as mis en place, les choses qui paraissaient peut-être compliquées. Parce que toi, tu fais partie de ces gens qui finalement lisent le livre et très vite se disent, OK, Ouais. faut que je l'applique et que je le mette en place. Du coup, Ouais. c'est intéressant de savoir ce qui t'a amené à tout de suite le tester et si tu te rappelles de certains éléments, peut-être pas l'histoire exacte. Ce dont je me rappelle, je suis sûr, c'est que je n'ai pas préparé mon design sprint. Et c'est un truc qui m'est resté, c'est que je les prépare jamais en fait. Euh, What? non, je les prépare pas beaucoup. Euh, je vais pas. Enfin, Quand tu dis préparer, c'est-à-dire, donne-nous un peu plus de détails. en fait, je vais pas essayer de chercher à rencontrer spécialement, à discuter longtemps avec le métier pour bien définir leurs problèmes, etc. Je veux juste comprendre, enfin, être sûr qu'ils aient compris l'attente du design sprint. Mais sinon, je les préparais pas. Enfin, je laissais en fait comment dire, un peu le mystère planer avant le design sprint parce que je voulais que ça soit le plus ouvert possible. Et en tout cas, ma première lecture, c'est l'image que j'en avais, c'était faites confiance à la méthode et tout se passera bien en fait. Et j'y allais vraiment comme ça. Et C'est-à-dire alors, que, ça s'est bien passé? ouais, franchement, ça se passait bien. Ce que j'ai changé, c'est qu'effectivement, maintenant, maintenant, je trouve ce qui manque, c'est la partie recherche utilisateur pour vraiment rentrer dans une démarche de design thinking. Je trouve que c'est bien d'avoir de la data avant de démarrer le sprint pour éviter que, en fait, on commence à se baser trop sur les intuitions des personnes qui sont sur place. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai changé. Mais sinon, à part ça, en fait, le fait de ne pas le préparer, et presque en tant que facilitateur, en fait, tu n'es pas là pour trouver les réponses. Donc, tu peux presque découvrir le problème en même temps que tout le monde. Et en déroulant la méthode, ouais, il y a tout ce qui se passe bien. Ouais. Bon, après, j'ai rencontré d'autres difficultés, mais pas forcément liées à la préparation. Après, c'est Knapp, hein, enfin, Knapp, il dit ça aussi, hein. Il te dit, tu peux commencer un design sprint juste en réunissant l'équipe qui va bien. Et le Ouais. problème, en fait, tu vas explorer le problème en sprint, pas besoin d'étapes préparatoires en amont. Effectivement, c'est comme ça que c'est vendu et c'est aussi ce qui est séduisant dans l'approche au départ. C'est aussi ce qui a fait des frayeurs à plein de gens une fois qu'ils ont fait leur premier sprint. Du coup, je trouve ça intéressant de voir que finalement, tu as gardé un peu l'essence, mais finalement, tu as remis une phase tu vois, là, Oui. tu mets une phase de research avant, ce qui est vrai qu'on peut être voilà, c'est un peu l'envie qu'on a quand on lit
le livre pour la première fois. Mais alors, du coup, tu as abordé quelques autres difficultés. Je trouve ça intéressant de se dire quelles sont les difficultés que toi, tu as identifiées et que tu as essayé d'adresser. Bah, il y a les grands classiques, hein, mais effectivement, il y a les 5 jours dans une entreprise comme la nôtre, enfin, je pense comme beaucoup d'entreprises, c'est très difficile, voire quasiment impossible de placer 5 jours d'affilée. Et je crois que le peu de fois où j'ai réussi, en fait, les personnes se retrouvaient forcément à avoir des urgences à gérer. Et ça m'est déjà arrivé qu'on commence un design sprint. Alors vous allez crier, mais ça m'est déjà arrivé de commencer un design sprint et qu'on finisse à 3 ou 4. Et même si on a bien répété au début que c'était important que tout le monde soit là pour voilà, tout le long du design sprint, il y a toujours les urgences du quotidien et ça, on n'y échappera pas, même si les téléphones sont censés être éteints. Donc, il y a eu cette difficulté-là de réunir le bon nombre de personnes, donc 6 ou 7 pendant 5 jours. Voilà, ça a clairement été une difficulté. Et j'avais même parfois l'impression, enfin, je me disais, mais si je veux faire exactement le design sprint, je vais en faire un tous les 2 ans, quoi. Et comment ça se fait avant de rentrer un peu plus dans le détail? Enfin, là, justement, si au contraire, je vais te demander de rentrer dans le détail, mais comment tu as fait, du coup, quand, je sais pas moi, au bout du deuxième, troisième jour, tu vas peut-être nous le dire, mais tu t'es retrouvé avec une équipe divisée par deux. Comment tu t'es adapté finalement? Ou est-ce que tu t'es adapté déjà? C'est la Euh, première question. Comment Et faire si oui, remonter tout comment? ça? Oui, non, bah, j'ai continué, j'ai continué à dérouler la méthode. S'il y a une personne qui devait partir, par exemple, ça dépend à quel moment c'était, mais si elle n'avait pas encore présenté, par exemple, son solution sketch, j'allais lui demander de nous le présenter rapidement avant qu'elle parte, même si ce n'était pas forcément un bon moment, mais au moins pour qu'on ait l'info, pour qu'on comprenne ce qu'elle est fait et pour qu'on puisse voter, par exemple, le mercredi. Après, ça dépend vraiment des moments, mais je veux dire, à la limite, le moment le moins gênant, c'est quand les personnes elles partent le jeudi, quand on est en train de prototyper. Euh, voilà, là, c'est vrai que si on a déjà une bonne vision de ce qu'on veut faire, qu'on a déjà raconté l'histoire avec le storyboard, c'est pas trop gênant à ce moment-là. Même si Oui. ça casse un peu le fait qu'on sort un peu symboliquement de la co-création. Ok, donc toi, tu continues à dérouler, tu essaies de Ah oui, trouver je suis resté. des adaptations et tout ça. Et ok, parce que tu vois, par exemple, il y a des gens comme Agent Smart, par exemple, qui eux Mhm. ont probablement vécu exactement les mêmes difficultés que toi, et qui du coup, dans leur adaptation du sprint, ont proposé un. Alors c'est une agence, c'est encore différent, mais ils ont rencontré les mêmes difficultés. Et eux, dans leur adaptation du sprint, on a déjà parlé à plusieurs reprises dans différents épisodes de ce podcast, mais ce qu'ils proposaient, c'est de se dire, ok, on va vous solliciter, finalement, vous clients, on va vous solliciter vraiment 2 jours temps plein. Et c'est sur ces 2 jours-là, en fait, où à la fin du deuxième jour, on va avoir un storyboard complet. À partir du moment où on a un storyboard complet et détaillé, on n'a plus besoin de vous ensuite pour faire la prod du prototype Ouais. et faire les tests. Ça, c'est bonus. Donc ça, on peut en discuter. C'est une posture, mais eux, ils ont trouvé ce hack-là. Toi, comment tu t'es adapté finalement? Quelle a été ta réaction quand tu as observé que c'était impossible de mobiliser un groupe de 6 ou 7 personnes sur 5 jours? Bah, c'est super original, mais j'ai fait exactement la même chose. Alors, j'ai créé, en fait, j'ai décomposé en fait le design sprint sous différents formats, mais vraiment en gardant. Enfin, moi, vraiment, je suis très attaché au travail qui a été fait dans ce livre. Et donc, j'essaye d'être toujours au plus proche possible. Et donc, je l'ai décomposé en créant une offre avec 3 volets pour répondre en fait à des besoins différents. Et ça, c'est Ok. super important. Je voulais pas que l'offre soit drivée par le temps, mais plutôt par un besoin. En fait, donc les 3 volets de cette offre, le premier, c'est, je vais partir. Voilà. Il a le design sprint en 5 jours qui s'appelle Answer, qui permet de répondre à un problème. Il y a une deuxième formule que j'ai appelée Design, qui permet en fait de concevoir une solution euh, pour répondre à un problème. Donc ça, c'est en 3 jours. Et le premier qui s'appelle Ideate, c'est une formule idéation, mais je m'appuie le plus possible, encore une fois, sur le design sprint, notamment sur la phase target, voilà, dont je serais incapable de me séparer aujourd'hui. Et entre le ideate et le design, puisque pour redonner un petit peu de contexte quand même, juste dans le cadre de ton offre, donc tu agis en gros, tu as une posture d'agence à l'intérieur de Servier, Ouais, en gros, c'est ça, hein. ouais, exactement. Ouais. Et du coup, donc tu as besoin de formuler, comment d'imaginer des offres, de packager des offres que tu vas proposer aux différents métiers qui vont venir te voir,
vos équipes produits? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es sollicité en fait? On en a parlé Ouais. un peu entre les lignes tout à l'heure, mais pour bien comprendre en fait dans quel contexte tu proposes ces offres-là, comment est-ce qu'elles sont communiquées et comment est-ce que vous en discutez? Ouais. Alors, j'ai vachement évolué là-dessus sur ces derniers mois, ces dernières années. Bon, déjà, l'offre, je l'ai brandée. Je pense que c'est tout bête, mais je pense que c'est important pour que ça reste un peu en tête des gens. Donc, elle s'appelle la Collective Box, donc la boîte de l'intelligence collective. Donc, je l'ai brandée pour que les gens puissent reconnaître le logo, pour qu'ils puissent y penser. Et surtout, maintenant, j'essaie de ne pas vendre l'intelligence collective juste pour l'intelligence collective, mais de l'inscrire dans une démarche plus globale de design thinking. Et j'essaie de sortir de cette idée un peu qu'on va tout résoudre via un design sprint, ou qu'on va sortir une application vraiment en 5 jours, et plus d'intégrer ça dans une démarche plus globale en fait, de design thinking, donc avec la recherche utilisateur, l'idéation, le prototypage et l'implémentation. Et comment les gens viennent vers moi, en fait, dans l'idéal, avec un problème. Mais souvent, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, ils viennent souvent encore avec une solution ou un bout de solution. Ils viennent demander de l'aide à l'équipe digitale parce que ce soit pour la partie dev, par exemple pour la partie dev ou pour les accompagner là-dessus. Et c'est là, en fait, qu'on va faire venir une ressource UX qui va essayer de dérouler le design thinking et dégainer, en fait, la bonne offre au bon moment de la Collective Box. Ok. Et du coup, qui est-ce concrètement? Ils ont quel profil les gens qui viennent te voir? En fait, c'est super varié et c'est ce qui fait que travailler dans un groupe comme Service, c'est super intéressant. C'est qu'on travaille pour tous les métiers. Donc, il va y avoir tous les métiers propres au cœur de métier de service, c'est-à-dire la partie recherche et développement, pour trouver des nouvelles molécules, par exemple. Il va y avoir la partie industrie pour les produire et la partie supply pour les distribuer. Donc, tout ça, ça va être des gens avec qui on va travailler sur des sujets, encore une fois, super variés. Donc, aujourd'hui, on essaie de travailler sur des outils qui améliorent la performance du groupe, en fait, au global. Et on va aussi travailler pour toutes les fonctions support avec des sujets un peu plus classiques, je pense, mais tout aussi intéressants et diversifiés, avec des sujets pour améliorer les performances de la finance, des sujets côté ressources humaines, super variés. Ça peut être des chatbots. On touche à tous les métiers, puis aussi pour la DSI d'ailleurs. Et parfois pour nous-mêmes, on a des sujets pour le digital aussi. Donc, c'est des PM qui viennent te voir, par exemple? C'est pas aussi. On n'a pas fini notre transformation. C'est pour ça que je posais la question. Non, c'est pas aussi cadré. Ok. C'est encore une fois, il y a beaucoup de. C'est du réseau, du bouche à oreille, même si on évolue. Grâce à l'arrivée de la CDO, on évolue sur quelque chose de plus organisé. Mais les profils, non, franchement, c'est super varié. Ça peut être un responsable RH, ça peut être quelqu'un qui est responsable d'un processus côté supply. C'est super varié. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi tu les conseilles? Parce que finalement, tu arrives avec une offre qui est packagée. Tu as des métiers, j'imagine, qui arrivent avec des niveaux de demande un peu différents, un niveau de maturité sur leur projet aussi qui est différent. Comment toi, tu prends la décision de les orienter vers un point ou un autre de ton offre? C'est une bonne question. Déjà, quoi qu'il arrive, je commence par une recherche utilisateur. Ça, c'est quelque chose que j'ai instauré assez récemment, mais il y a cette volonté d'être drivé maintenant plus par la donnée et pas par des pensées ou des convictions de chacun. Et donc, déjà, la case départ, c'est forcément ça. Après, à savoir dans quelle offre de la Collective Box on va s'orienter, il y a plusieurs paramètres. Il y a déjà le niveau d'investissement que le métier est capable de mettre, que ce soit en temps et en énergie. Ça arrive parfois qu'il y ait des métiers qui nous disent, moi, je n'ai pas spécialement de temps à consacrer à ce sujet, mais j'ai un problème, aidez-moi à le résoudre. Et voilà, c'est pas forcément, avec ces métiers-là, on va peut-être partir sur une formule idéation de une journée. Et à l'inverse, il y a des métiers qui ont vraiment envie de s'investir dans cette problématique, et on va pouvoir aller jusqu'à un design sprint de 5 jours. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais regarder le niveau de maturité un peu du métier, parce que ce qu'il y a, c'est quand on est facilitateur en design sprint, on n'est pas designer, et ce n'est pas toujours évident de demander au métier de trouver la solution à son problème, notamment si parfois il faut aller chercher dans des technos pas forcément maîtrisés, n'importe quoi comme la blockchain ou même le chatbot. Ce n'est pas si trivial que ça.
Et donc, en fonction du niveau de maturité, de la capacité de l'équipe à pouvoir trouver les bonnes solutions, voilà, je vais aller plus ou moins loin. Donc, quand j'ai une équipe que je pense mature sur le digital, je vais pouvoir aller jusqu'au design sprint. C'est plutôt comme ça que j'oriente, en fait. Et du coup, avant de reparler effectivement de comment ça se passe un design sprint chez Servier, qui est-ce que tu invites autour de la table et quelles sont un peu les dynamiques qu'il peut y avoir, les dangers qui peuvent survenir, les opportunités aussi qu'il peut y avoir, de rentrer un peu, enfin de décortiquer un petit peu tout ça. Tu nous parlais effectivement de ton offre, donc Ideate, Design et Answer. Donc effectivement trois formules qui peuvent répondre à un besoin différent que toi tu qualifies donc manifestement avec un échange avec le métier, d'après ce que tu dis, c'est ça où tu qualifies la maturité Ouais, bien sûr, ouais. du métier sur la démarche de design, leur capacité potentiellement à trouver des solutions ou pas, et puis leurs besoins, j'imagine, le niveau d'urgence. Est-ce que ça peut arriver, par exemple, qu'il y ait des combinatoires, c'est-à-dire que tu commences par une phase ideate et que après tu enchaînes sur une phase answer, par exemple, donc qui est le design sprint, hein, qui est le nom marketé du design sprint en interne, hein, si j'ai bien compris. Si je reformule ta question, c'est-à-dire, ouais, je commence par un atelier d'une journée et après, je fais les 2 jours plus tard, par exemple, pour compléter vers. Ouais, par exemple, parce que j'imagine que tu peux te dire à la fin d'une journée idéate, bon, bah, vous avez fait une journée d'idéation sur Post-it, c'est ce dont tu parlais la dernière fois. Vous avez peut-être envie de pousser le truc un petit peu plus loin, vous identifiez qu'il y a besoin enfin, voilà, de se poser la question peut-être un petit peu autrement, de rechallenger un peu le problème, et puis d'aller un peu plus loin dans la solution et de faire des tests. Bah, voilà, j'imagine que ça peut agir aussi comme une forme de problème framing, en fait. Tu Ouais, vois. en fait, le cas que j'ai le plus souvent, c'est ce que je vends le plus en interne, c'est la formule 3 jours, donc qui est la formule design. Et ce que j'ai le plus souvent, c'est qu'on fait les 3 jours et qu'après, de manière détachée, en fait, on va plus loin, on fait le prototype derrière et les tests derrière. Quand Ok. je dis derrière, ça peut être assez rapide, hein, ça peut être dans les 2 semaines qui suivent. Parfois, c'est un peu plus détaché. Et là, on retombe un peu sur les pattes d'un design sprint, même si moi, j'aime pas appeler ça un design sprint, parce qu'on sort de la méthode de Jack Knapp. Mais j'ai pas mal ce cas-là. Et entre ideate et design, non, je dirais plutôt que quand on fait un ideate, je pars et qu'on décide d'aller plus loin sur une bonne idée, en fait, on va vraiment redérouler le design thinking de manière plus classique. Et c'est pas je ne repasse pas forcément en fait par la case collective box, donc intelligence collective. Tu as d'autres offres, en fait? Parce que là, tu nous parles Collective Box. J'ai d'autres offres. Non, non, non. D'accord, Et ok. tout à l'heure, tu disais, enfin, tu l'as abordé un peu comme si c'était naturel et simple, mais finalement, pour certains, c'est un énorme effort. C'est, tu as dit, bah, de base, on fait une phase de research avant de se lancer dans l'un des 3 modules de l'offre Collective Box. À quel moment donc tu as décidé vraiment de forcer la research? Enfin, en tout cas, de dire, OK, maintenant, la limite, c'est on fait une research. Et quel temps tu te donnes? Enfin, comment tu gères ça avec les projets en interne aujourd'hui? En fait, c'est plus par expérience que je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus intéressant quand on a de la donnée, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est une réflexion qui est assez récente, hein, enfin, chez moi, qui date d'il y a 1 an, qui est presque cette obsession de faire du design thinking, quelque chose qui se base essentiellement sur de la donnée. Et ça m'est venu naturellement et je n'ai pas eu un déclic du jour au lendemain. Je me suis dit, je vais tout casser, il faut absolument qu'il y ait la recherche utilisateur. Mais en fait, ça me paraît que dans la logique de l'évolution et voilà, de l'évolution de notre équipe aussi et de Servier aussi, qui gagne en maturité. Et je trouve que le niveau de maturité au-dessus, c'est de faire de l'UX qui se base sur de la donnée, en fait, data-driven. Et donc ça, Est-ce que ça, c'était pas possible, par exemple, au début, ou c'était quelque chose qui était mal compris, par exemple? ouais, c'est une bonne question. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, je suis arrivé, l'UX design, c'était. Enfin, faut imaginer que pendant C'était de très la prod, longtemps, quoi. on me demandait où était ma pochette de dessin, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Grosso modo, c'est ça. Et encore, parfois récemment, on me dit que voilà, on intervient sur la décoration, tout ça. Et il y a vraiment eu ce mot de designer qui portait parfois à confusion en France. Et ouais, en fait, au début, je ne pouvais pas arriver tout de suite en mettant la totale. Je ne pouvais pas dire dès le début, bah, maintenant, vous venez plus avec des solutions, vous venez avec un problème. Vous ne connaissez pas la solution, c'est grâce au design thinking qu'on va la trouver. Non, c'était trop tôt. Et en fait, j'ai remonté au fur et à mesure le design thinking, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en tant que UX designer, euh, finalement, la première chose qui était comprise et qu'on m'a demandé, c'est de faire des wireframes, en fait. Et donc, la première notion, je pense que j'ai vraiment essayé de promouvoir chez Servier, c'est cette notion de prototypage, de tester
de tester pour pas cher avant d'implémenter. Tout simplement parce que ça permet de prendre des risques. Quand on fait des wireframes, quand on fait des maquettes, on peut prendre des risques et donc c'est une opportunité d'innover. Donc je suis vraiment arrivé avec ce discours et c'était déjà quelque chose de pas trivial de convaincre tout le monde de prototyper avant de développer. C'était vraiment pas un réflexe. Et en fait, au fur et à mesure, je suis arrivé sur l'idéation. Donc l'idéation, c'est quelque chose qui a beaucoup plu. Hein. Voilà, il y a un moment, tout le monde voulait faire des design sprints. Aussi parce qu'on pensait que ça permettait de faire des applis, de concevoir une appli en 5 jours. Et en fait, voilà, j'ai remonté la chaîne du design thinking au fur et à mesure que la maturité augmentait. Voilà, jusqu'à atteindre en fait la recherche. Et c'est comme ça que j'en suis venu à intégrer un peu la recherche de manière systématique. Ça s'est fait un peu de manière naturelle en fait. Je trouve que ce qui était plus simple, c'est de commencer avec le prototype parce que ça se voit en fait. Quand on parle de recherche, ça ressemble à quoi, par exemple? Est-ce que tu as toujours le même format un petit peu ou est-ce que tu l'adaptes? Enfin, comment t'en parles? Ouais. Alors, je laisse beaucoup de liberté sur la manière dont est fait la recherche. Le seul truc que je souhaite, c'est qu'il y ait de la recherche qualitative et quantitative, parce que les deux se complètent bien. Mais sur la manière de la faire, en fait, je laisse énormément de liberté aux designers, parce que j'ai plus ma casquette de consultant et maintenant, moi, j'ai besoin de consultants pour me nourrir. Et si un consultant qui arrive avec une nouvelle méthode, une nouvelle manière de recherche, de faire sa recherche, j'ai vraiment pas envie de fermer la porte à quel que soit l'outil, en fait. Donc, j'impose vraiment. Il y a vraiment pour moi, il n'y a pas de meilleure manière de faire la recherche. Si déjà on en fait une, pour moi, c'est déjà une belle victoire. Voilà, pourvu qu'il y ait d'une partie qualitative et quantitative pour bien mixer les deux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le plus classique, hein, c'est le format interview. Donc, minimum 5 interviews, je dirais, par persona. Et la recherche quantitative, ça marche assez bien. Ça, chez Servier, on l'a testé. C'est un questionnaire Microsoft Forms qu'on envoie le plus possible pour avoir de la donnée en quantité. Ok. Et cette donnée-là, vous l'utilisez par exemple sur n'importe quel des formats de ton offre, sur Ideate, Design, bon, Answer évidemment, parce que c'est un gros truc, et Ideate aussi, je veux dire, sur le format une journée. Tu Ouais, fais de la recherche systématiquement, quoi. Et du coup, ouais, ce je que trouve que. Ouais, Vas-y, je t'en pardon. prie. Non, non, je t'en prie, au contraire, vas-y. Non, en fait, faut savoir que, quelle que soit la formule, je la commence exactement comme dans le bouquin de Jack Knapp, comme en Design Sprint, c'est que je commence toujours par la phase target. Et je trouve ça assez sain de définir le problème sur de la donnée réelle terrain. Parce que parfois, on est tous très forts pour trouver des problèmes, que ce soit le métier et même les designers, les premiers, on est très forts pour trouver des problèmes partout parce qu'on a envie de résoudre plein de choses. Et en fait, je trouve que baser le problème sur de la donnée terrain, je trouve ça super sain en fait, de démarrer comme ça pour, c'est ça, identifier vraiment le pain point réel. Voilà. J'étais en train de me dire, en fait, cette petite offre Collective Box, enfin cette offre, c'est un peu ton pied dans la porte pour remettre du gros design thinking derrière, au sens où finalement, que tu prennes un jour, 3 jours ou 5 jours, avant, tu vas avoir une grosse phase de research et ça se permet d'avoir un truc beaucoup plus sain et j'imagine aussi d'accompagner les métiers dans leur transformation et dans leur acculturation au design. Donc j'étais en train de me dire que Ouais, c'était c'est bien vu. exactement ça en fait. Ça me sert presque un peu de cheval de Troie Ouais, c'est ça exactement. pour essayer d'aller plus vers, on vient avec une solution et voilà, d'accompagner le métier dans la démarche, qu'on fasse ça avec lui, d'abord essayer de poser le problème pour se rééloigner un peu de la solution. Et surtout, Je- c'était important de faire une offre aussi d'intelligence collective parce que, en fait, toutes ces notions sont un peu confondues au départ. Et je sais pas si ça fait ça à d'autres personnes, mais la notion de design sprint et de design thinking est souvent confondue. Et ça a été assez problématique parce que on sent que le vocabulaire, il n'était pas forcément compris par tout le monde. Et ça donnait des phrases, par exemple, du style, on a fait un design sprint en 1 heure ou on a fait une réunion de design thinking. Et en fait, je sentais que là, j'avais peut-être raté quelque chose. Et le fait de cadrer tout ça dans une offre et dans un tout qui est le design thinking, je pense que ça a bien aidé en fait à essayer de véhiculer ce qu'on voulait faire. Bah, c'est sûr que c'est en fait un gros enjeu là. Tu nous racontes toute ton histoire et ton parcours chez Servier, mais
entre le moment où tu arrives, où tu es le seul à représenter la practice design et le moment où tu sens que tu as quand même, par la pratique sur ces dernières années, réussi à acculturer des équipes qui elles-mêmes ont parlé à d'autres équipes. Donc, bon, en gros, tu as toute une phase d'apprentissage interne de l'organisation sur ce qu'est le Ouais, design concrètement et d'appropriation de son vocabulaire et d'utiliser le vocabulaire au bon endroit pour ce que c'est véritablement. Et c'est un vocabulaire qui n'est pas évident à maîtriser quand on n'est pas soi-même un spécialiste du sujet. Donc, en fait, tu as non, toujours c'est des clair. écarts de langage, il faut arriver à lire entre les lignes. Et j'imagine que bon, bah, ça fait évidemment partie de ton métier pour arriver à réajuster les choses. Et en fait, tu as aussi éduqué toute l'organisation en interne from scratch. Donc, ça passe par tout ce que tu nous dis là. Ouais, bien C'est un sûr. peu c'est un peu des poncifs en fait dans ce cas de contexte. Mais du coup, c'est hyper intéressant le fait que tu nous racontes que tu as eu besoin de marketer un petit peu les choses et du coup de faire toi-même de la communication autour de ça, un accompagnement vraiment individualisé des équipes et ensuite qu'elles aient pu communiquer entre elles bah, pour éduquer tout le monde, quoi, finalement. Ouais, bien sûr. Et puis, pour revenir à la question du vocabulaire, même entre spécialistes, parfois, on a des débats, donc c'est des choses, ouais, c'est des choses classiques et saines. Mais ouais, il y a un moment, il fallait poser un cadre et donc, c'est ça. Je trouve que l'offre Collective Box, pour ça, elle a été bien utile. Ouais. Et je vous propose de peut-être revenir un peu sur le sprint en lui-même. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou qu'on a commencé à évoquer, c'est celui de la composition de l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en interne, tu as des problématiques spécifiques sur la composition des équipes? En fait, comment tu décides, comment tu accompagnes les métiers à structurer leur équipe et comment tu les laisses faire ça? Enfin, en gros, si tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là. Le souci que j'ai souvent avec la composition d'équipe, c'est qu'il y a trop de monde. Après, j'essaie vraiment, encore une fois, moi, je suis vraiment assez borné sur le livre, mais j'essaie de suivre ouais, les guidelines du design sprint. Donc, c'est ouais, essayer de mixer vraiment avec un profil, voilà, un profil métier qui connaît bien la solution. Si on est dans le cadre d'une solution tournée vers les patients, bah, quelqu'un qui connaît bien les patients ou les médecins. Un profil peut-être de la com, s'il y a un enjeu de communication derrière. Un designer, voilà, quand c'est possible aussi. Voilà, j'essaie vraiment d'avoir une équipe ouais, la plus hétérogène possible. Ok, donc plutôt comme dans le livre, quoi, il n'y a pas d'adaptation Ouais. spécifique. Je suis un vrai faillot avec le livre, il faut le savoir. Je vois que tu as le sourire quand tu parles du livre, c'est beau, wesh, on sent, on sent. Et alors, il y a un moment particulier que tu aimes dans le sprint, tu l'as dit à plusieurs reprises. Peut-être que ça peut être sympa que tu nous rentres un peu en détail et qu'on vive un peu avec la caméra derrière ton épaule ce moment-là. Alors, quel est ce moment-là? Tu vois, je pense qu'effectivement, c'est ça, c'est la phase target. Euh, Cette manière de poser le problème, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en lisant le livre. La manière de poser le problème qui est utilisée en design sprint, donc cette phase target, je la trouve juste maintenant indispensable. Je ne saurais pas faire autrement. Et, euh, et voilà, bah, je la déroule exactement, exactement comme dans le livre. Hein. Donc, c'est ça, c'est le fait d'avoir une vision long terme qui fixe un cap. C'est, ça, c'est super important quand on fait de l'intelligence collective. Parfois, on ne sait plus pourquoi on est là. Et ça, je l'ai beaucoup vu. Et le fait d'avoir vraiment ce cap fixé et écrit en gros pour que tout le monde le voit, ça, c'est quelque chose, voilà, je le réutilise tout le temps. Et surtout, une fois qu'on a ce cap, c'est de lister la liste des défis à relever en passant, en passant toujours par cette notion d'échec. C'est quels sont les potentiels échecs, ce qui est très facile à trouver et qu'on transforme en opportunité derrière, en défi à relever. Et en fait, décomposer la feuille de route comme ça d'un atelier d'intelligence collective, bah, je trouve que c'est juste la meilleure des manières. Et après, encore plus avec le logigramme derrière où on va vraiment cibler de manière presque chirurgicale où est-ce qu'on va intervenir. Et dessus, on va faire un MVP. Et je trouve que, ouais, en fait, c'est exact. Enfin, cette phase target, c'est vraiment un peu le pas de tir de la fusée. Et je trouve qu'elle permet de régler au millimètre près comment on va lancer la fusée, en fait. Et je Tu la parles, trouve, et tu ça a été parles, une tu, révélation. tu parles de fusée. Ouais. T'as pas une petite référence à nous donner là? Et alors, effectivement, donc, je suis un grand fan de la métaphore, encore une fois, qui vient du livre. Hein, c'est ma Bible. Avec Apollo 13, c'est que, en fait, pour introduire cette phase avec les participants, j'utilise tout le temps la métaphore d'Apollo 13, où donc dans Apollo 13, ils se retrouvent vraiment à faire cette phase target et même un atelier d'intelligence collective. Quand à Houston, il faut qu'ils ramènent il faut qu'ils ramènent les mecs sur Terre. Donc, je ne sais pas si tout le monde a vu le film Apollo 13, mais
c'était la fusée a décollé, Saturne V, pour qu'il puisse aller marcher sur la Lune. Ça a foiré pour pas mal de raisons. Et il faut qu'ils ramènent les mecs vivants sur Terre. Et donc, à Houston, ils font un atelier d'intelligence collective. Ils fixent l'objectif long terme, là pour le coup, qui n'est pas si long terme, c'est de ramener les personnes vivantes. Et ils vont se poser la question de quels vont être les échecs qui font qu'ils n'arrivent pas à ramener les mecs sur Terre. Et donc, ça va être s'il n'y a pas assez d'oxygène, si l'angle pour entrer dans l'atmosphère il n'est pas bon. Voilà, ils vont lister tout ça, si on n'arrive pas à rétablir les communications. Ils vont les transformer en opportunités. Donc, c'est comment faire en sorte que, par exemple, c'est ça, les parachutes se réchauffent assez pour s'ouvrir. Et donc, ils vont les prioriser. Donc, on retrouve vraiment la phase target, en fait, qui est décrite dans le livre Design Sprint. Et voilà, je trouve qu'utiliser ce parallèle-là, ça permet vraiment aux gens de comprendre, en fait, ce qu'on est en train de faire. En plus, ce qui est assez sympa avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu. Et ça va jusqu'à la partie logigramme, en fait. Donc ça, il explique bien dans le livre, effectivement. Pour comprendre comment faire le logigramme, à la suite de ça, une fois qu'ils ont défini la liste des défis auxquels ils devaient répondre, ils dessinent la Terre, ils dessinent la Lune, ils dessinent la trajectoire, ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'il leur reste à faire en pointillé. Et comme ça aligne tout le monde sur la problématique et sur quoi ils doivent travailler, en fait, c'est sur ces pointillés. Et donc, je trouve que c'est vraiment une illustration parfaite de ce qu'est cette phase target, en fait, dans un film, sous nos yeux. Et je recommande vraiment de regarder cet épisode sur YouTube. Vous verrez le visage éclairé d'Alexandre quand il raconte cette séquence, qui est vraiment. On l'a vécu avec toi, donc vraiment merci. Merci pour le partage. Avec plaisir. Je vous encourage tous à regarder Apollo 13, qui est un excellent film, justement, sur cette notion en fait, de design sprint, de prototypage et même de management. C'est vraiment très intéressant. Quentin, je ne sais pas si tu as des questions avant qu'on aborde le futur, mais. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais la question, c'est finalement maintenant que tu as, voilà, quels sont un peu les objectifs, les caps que tu te donnes toi dans le futur et pourquoi pas avec le design sprint et que tu fasses un peu un Rex sur ce temps passé chez Servier. Alors sur le design sprint précisément, je pense que ce que je pourrais me fixer comme objectif, c'est, je pense que plus Servier va gagner en maturité sur le digital, plus ça va être facile de faire des design sprints et donc plus je vais pouvoir faire des formats 5 jours. Aujourd'hui, j'en fais très peu. Voilà, je vous l'ai dit, je fais essentiellement des 1 jour ou 3 jours. Dans l'idéal, moi, dans le monde de mes rêves, j'aimerais faire plus souvent des 5 jours. Et je pense que ça sera possible au fur et à mesure que Servier avance dans sa transformation digitale et qu'on gagne en maturité. Je pense que ça va faire des design sprints de plus en plus intéressants en fait, avec les métiers. Et voilà. Et pour la suite, de manière générale, on l'a un peu dit au début de l'épisode, mais c'est de continuer à avancer dans la matrice Kekendo, c'est-à-dire à avoir une UX toujours plus drivée par la donnée. Donc, on a parlé de la recherche utilisateur, mais ça vaut aussi pour toute la partie test. Et nous, même une fois que le produit est lancé, ce que j'appelle la phase de run and success, c'est se baser sur toutes les données issues du produit en run pour continuer à l'améliorer et surveiller les KPI et voir si on est aligné ou pas, si on les atteint ou pas. Donc voilà, d'être toujours plus drivé par la donnée. Et de rendre le design toujours plus scalable. Hein. Ça, c'est classique, mais c'est vers ça que je souhaite évoluer. Aujourd'hui, des formats sprint chez Servier, t'en as fait combien? Enfin, tu penses que... Des formats sprint, j'ai dû en faire 1 ou 2 maximum. D'accord. Versus, je dois être peut-être à une quinzaine de formats 3 jours, je pense. Ok. Et sur les formats 3 jours, tu arrives à mobiliser tout le monde? 3 jours, ça va, mais 5 jours, c'est plus compliqué. C'est pas toujours parfait non plus 3 jours. Parfois, il y a quelqu'un qui doit s'absenter une demi-journée. Ou... Même parfois, c'est pas prévu, c'est ça qui est compliqué. Mais oui, 3 jours, c'est forcément plus simple. Mais oui, franchement, des 3 jours, j'en ai fait des très propres, avec des beaux résultats. Et quand tu arrives à faire les 3 jours, du coup, après, sur ta phase de test, quand tu arrives à la décorréler, finalement, ta phase de test, tu arrives à remobiliser l'ensemble de l'équipe ou généralement, le scénario va être un peu différent. Vous allez faire les tests par ailleurs et puis ensuite avoir une restitution de l'enseignement. Non, parce que si on arrive à la phase de test, c'est que la formule 3 jours, elle s'est bien passée. Okay. Donc, très naturellement, j'arrive à faire revenir toute l'équipe. D'accord. Il faut savoir, dans la phase 3 jours, la seule différence que je fais par rapport au design sprint, enfin, quelques différences, c'est que je fais plutôt du volume, je fais plutôt des wireframes pour avoir le maximum d'écran possible.
pour que le métier soit le plus rassuré possible au final. C'est souvent cette notion de rassurer. Et la différence, c'est ça, c'est qu'au lieu de faire un prototype chez des wireframes, même s'ils sont cliquables, on n'est pas vraiment sur du prototype high fidelity. Et les tests sont décalés plus tard. Ok. J'en profite avec une question qui ne m'est pas venue tout à l'heure, mais au niveau de on va dire la culture de l'échec, le fait de dire c'est pas un échec, on apprend. Est-ce que tu as des retours d'expérience à nous partager? Est-ce que tu as déjà été confronté à des cas où ça n'a pas marché la solution et comment c'est accueilli par des gens dont c'est pas le métier? Ouais, ta question, si c'est en fait, on a l'atelier a abouti à quelque chose qui ne fonctionnait pas en fait. Bah, soit l'atelier aboutit pas à quelque chose et puis finalement quand vous le testez on se rend compte que ça fonctionne pas, soit ouais peut-être que même en fin de troisième jour tu te rends compte que ça fonctionne pas, je sais pas si c'est possible mais Ouais, j'ai des super exemples et en fait, c'est mes préférés. Moi, je trouve que c'est les plus intéressants. J'avais un exemple par exemple d'un sujet chatbot pour les RH. Donc, typiquement, là, c'est le genre de sujet où parfois le métier il vient un peu avec la solution. Et on a avancé, donc on a déroulé en fait le design sprint, donc un format 3 jours, plus le prototypage qui s'étend un peu sur les semaines qui suivent et les tests, pareil, 2 semaines après. Donc, on est arrivé à prototyper un chatbot. Et on s'est rendu compte en fait que ce n'était pas forcément l'outil le plus adapté étant donné la problématique qui était de mémoire, c'était de centraliser, de rendre facile d'accès l'ensemble des informations RH. Et en fait, on s'est rendu compte au niveau des tests utilisateurs que en fait, les chatbots, l'outil n'était pas forcément adapté parce que trop verbeux, pas assez direct. Voilà, des problèmes d'accessibilité, des choses comme ça. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'on a fait un proto de chatbot, franchement, qui nous a coûté quasiment rien. Et on sait qu'un chatbot, avant de faire un truc qui marche, ça coûte cher. Et en fait, moi, j'adore ce genre de résultat. C'est que, en fait, ça a marché. Le design thinking, il a marché. On a dérisqué un sujet parce qu'en fait, on allait se planter. Et on a fait un truc qui coûtait pas cher. On a vu qu'on allait se planter. Donc, ouais, j'ai des exemples comme ça. Ou j'ai des exemples pareils où le métier est venu pour faire une application. Et en fait, on finit avec une solution qui est beaucoup plus intelligente parce qu'on a fait une intelligence collective qui a bien fonctionné. Tu voulais réagir, Thibaut? non, je croyais que tu allais réagir aussi donc je pense qu'on Mm. est Moi, je voulais te demander un truc, parce que je pense qu'on arrive sur la fin de cette interview, à moins qu'on ait loupé. Mais je crois que c'est. Je regarde là on la a, to-do. on a, On on a n'a parlé pas de pas mal de abordé le choses. détail de quelques tips et quelques techniques qu'on avait promis en début d'épisode. Ouais, alors je garde quand même ma question pour la fin, alors ça marche. Alors bah voilà, ma question est déjà posée, je crois Alexis. J'imagine Tu savoir vas ce que nous tu veux donner des revenir. hacks, tu vas nous donner des petites techniques secrètes. Non, mais mes techniques, elles sont pas très originales parce qu'elles sont toutes dans le livre. Mais encore une fois, moi, je suis accroché à chaque mot du livre. Non, il y a un truc qui marche très bien, qui fait souvent rigoler en plus, donc ça peut permettre de détendre l'atmosphère. C'est de demander l'autorisation d'être facilitateur. Et donc, en fait, je commence tous mes ateliers d'intelligence collective comme ça. Et donc, souvent, ça fait rigoler parce que les personnes m'ont dit, bah, c'est évident, si c'est pas toi, je sais pas qui ça va être. Et en fait, le fait de demander, ça permet d'être. En fait, ça simplifie la vie de tout le monde. Moi, ça me simplifie la vie en tant que facilitateur parce que j'ai aucun problème à interrompre quelqu'un à interrompre une discussion qui s'éternise trop, peu importe le niveau hiérarchique. Et surtout, les personnes se mettent dans cette position où ils acceptent de se faire interrompre parce qu'on a demandé l'autorisation au début. Et en fait, c'est un moment super symbolique, qui fait rigoler, mais qui apporte toute une symbolique au rôle de facilitateur qui demande l'autorisation. Et je trouve que ça fluidifie vachement les échanges qu'il peut y avoir avec les facilitateurs et les participants. Donc ça, c'est un tips qui est dans le livre, mais qui marche très bien. Il faut le faire. Ne pas oublier de le faire au début du sprint. Et après, un petit tip, il faut le faire au début. Non, après, j'utilise pas mal aussi je crois que je sais plus comment il s'appelle ce truc, le kick-off kit fourni par Google. C'est un petit slide set avec 5-6 slides pour introduire les design sprints. Franchement, j'ai essayé de le modifier, mais ce qu'ils ont fait, encore une fois, c'est bête, mais ça marche super bien. Donc, j'utilise beaucoup leur slide set où il y a une petite blague à chaque fois sur on va vous demander en deuxième jour, on va vous demander de dessiner ça. Il y a genre un dessin de Léonard de Vinci super complexe. Et voilà, en fait, c'est la petite blague. En fait, on leur montre des exemples de post-it avec des gribouillis. Ça permet de rassurer les gens sur le fait que ça leur donne confiance sur le fait qu'ils seront capables de dessiner quelque chose, des gribouillis sur un post-it.
C'est important ça, hein, de donner la confiance aux sprinters et de les rassurer sur le fait qu'ils sont en capacité de faire tout ce qu'on va leur demander de faire pendant le sprint. Ouais, bien C'est vrai sûr. qu'il y a plein de petites astuces comme ça. Alors, il y en a énormément qui ont été partagées, notamment avec le passage au remote, là, suite au dernier mois qu'on a pu vivre. Des petites astuces sur des energizers ou des icebreakers. Alors, je sais que Thibaut, par exemple, partage avec moi cette espèce d'inconfort quand il s'agit de parler d'icebreaker ou d'energizer de façon globale. Et pour en avoir discuté longuement avec Pauline sur le fait que c'était quasi. Non, c'était avec Steph Cruchon, je crois qu'on avait pas mal parlé. Et sur le fait qu'en remote, c'était un exercice qui était quasiment incontournable pour Mm. arriver justement à maintenir l'énergie, ce qui est un exercice plus compliqué. Ouais. Et effectivement, c'est intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout ce toolkit là. Comment tu appelles ça? C'est Google qui met à disposition ce truc? Ouais, c'est sur leur site, donc designsprint. Je sais plus comment il Ok. s'appelle, ce site, designsprint.io, je sais plus. Et ouais, dans les ressources, ils ont je crois que c'est ouais, présentation kick-off, quelque chose comme ça. Ok. On Ok. Kick-off mettra le lien. framework. Ouais, on Ouais, mettra le lien. on mettra le lien. Du coup, Thibaut, tu avais d'autres questions? Ou je peux poser ma Je n'ai pas d'autres questions. Tu peux poser ton ultime Non, mec, bafouille. alors, mon Dieu. L'ultime question. Non, mais je retourne, enfin, je reviens un peu au sujet, au cœur du sujet en fait de cette interview, qui était le fait pour la première fois, on interviewe quelqu'un qui est en interne et donc qui peut nous parler de son retour d'expérience sur les difficultés à intégrer le design sprint dans une grosse boîte euh, bien française, bien, enfin voilà, qui est une vieille boîte française, la difficulté d'intégrer Qui dans se cette boîte-là transforme. des méthodologies qui se transforment, hein, évidemment, mais des méthodologies de design qui, au départ, ont été pensées pour des startups quand même, hein, tu vois, chez Google, dans la Silicon Valley. Donc, c'est quelquefois l'application dans un contexte qui est pas du tout le même. Ça peut parfois paraître un peu incongru. Alors, il se trouve que Mhm. l'histoire a montré que c'est des choses qui fonctionnent bien et la preuve, c'est que vous en faites et la preuve, c'est que tu as de bons espoirs et de bonnes perspectives sur le fait d'arriver à développer la méthodologie chez Servier. Ma question, c'est qu'est-ce qui manque selon toi chez Servier pour que tu arrives à intégrer cette méthodologie et en faire un quasi-réflexe en fait, et que justement ces freins les plus importants, parce qu'en fait le frein dont tu m'as parlé, c'est pas tant d'arriver à convaincre sur les résultats de la méthodologie, tu m'as parlé de deux Mhm. choses. Tu m'as dit, un, il faut arriver à lutter en gros contre la conception, la fausse conception qu'on peut se faire du sprint, qui est une solution magique un petit peu qui va nous permettre d'aboutir sur une application en 5 jours. Donc ça, arriver à travailler les gens, éduquer les gens sur le fait que ce n'est pas le cas, avec c'est une démarche, un outil dans une démarche de design parmi d'autres. Et deux, le fait de se dire, j'arrive pas à mobiliser les gens le temps nécessaire. Du coup, qu'est-ce qui fait, selon toi, que demain, tu vas réussir justement à intégrer cette méthode et cette pratique comme tu as envie de le faire? Honnêtement, je mets toutes mes billes sur l'acculturation. Et quand je dis l'acculturation, je ne vais pas utiliser le mot formation parce que j'ai pas envie d'imposer le design thinking comme un process ou quelque chose voilà, où les gens se disent ouais, on va le faire parce que c'est important, parce que c'est politique, parce qu'il y a un pôle UX et design thinking. En fait, quand je parle d'acculturation, c'est que les gens comprennent tellement bien la méthode qu'ils n'arrivent plus à s'en passer en fait. Et comprennent que cette philosophie design thinking permet vraiment d'aller vers l'innovation, vers de la prise de risque et donc vers des solutions qui vont gagner en fait en qualité. Et en fait, ouais, en fait, ouais, enfin, je mets tous mes espoirs sur l'acculturation pour créer une sorte de déclic. Et voilà, en fait, où les métiers, enfin, où tout le monde viendrait pour faire du design thinking, en fait, pour répondre à un problème. Et du coup, cette acculturation, toi, tu essaies de l'accélérer. Comment tu t'y prends au dehors du fait de traiter les sujets et de les traiter bien à travers des démarches de design sur des demandes entrantes? Toi, est-ce que tu as une démarche un peu proactive d'acculturation au sein de Servier? Euh, je vais faire mon autocritique, mais on va dire que je peux toujours mieux faire. Non, mais en fait, après, ouais, c'est à force de répéter. C'est à force de répéter, représenter le design thinking. J'ai fait une vidéo un peu déjà qui présente le design thinking. Bah, j'utilise beaucoup le vocabulaire et la manière de présenter de Mark Stickdorn, qui a écrit le livre This is Service Design Thinking. Voilà, je trouve qu'il le décrit avec beaucoup de simplicité. Je reprends énormément sa manière de faire. Donc, voilà, en fait, c'est ça, c'est faire des vidéos, répéter. Avant chaque projet, en fait, ce qui est important, c'est que dès qu'on est sollicité par le métier, c'est de réintroduire en fait cette notion de design thinking
Parce que c'est pas parce qu'il y a une vidéo, et c'est même déjà, elle n'a pas forcément été vue par tout le monde. Et surtout, c'est pas parce qu'elle a été vue, il ne faut pas continuer à enfoncer le clou derrière. Et voilà, à l'avenir, je suis en train d'essayer de préparer aussi une formation autour de ça. Mais il y a sûrement d'autres choses à trouver, peut-être des points un peu plus informels, voilà, pour essayer de créer des discussions, pour essayer de faire comprendre l'intérêt de cette démarche en fait, pour innover en fait, dans l'innovation. En tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même eu un énorme gap depuis le début et que, évidemment, il y aurait des milliards de choses à mettre en place et que c'est déjà, que c'est en route et que c'est déjà top. Moi, je voulais te remercier déjà d'avoir pris le temps de nous partager cette expérience en interne parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Voilà, pour moi, c'était hyper intéressant de t'écouter parler concrètement de ça. Thibaut, je ne sais pas si tu as des retours. Merci beaucoup Alexandre, merci de t'occuper de moi aussi au quotidien. Et puis c'était un C'était plaisir pas de te facile. voir partager avec autant de passion et de joie sur ce sujet. Donc merci beaucoup. Et en plus, C'est un vrai plaisir d'être invité chez Gomet, donc merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'est un très bon moment. Et tu n'avais pas une petite annonce à passer d'ailleurs, tu nous en as parlé juste avant de commencer l'épisode. Il me semblait bien. Hein, oui, je recrute des UI designers, donc si ça intéresse des personnes, voilà, je cherche des UI designers confirmés, seniors, voilà, pour rejoindre cette folle aventure en interne. Voilà. Et franchir les niveaux de la matrice Kekendo. J'ai pu faire une belle publicité, merci. Arriver au niveau 6 de la matrice Kekendo. Voilà, exactement, c'est ça, l'ultime niveau. Ok, mais merci beaucoup. C'est une belle plateforme de recrutement. Ça peut être utilisé. Écoute, on verra, tu nous le diras. À tester, je on vous va confirmer ça. Je vous dirai. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. Merci à vous. Salut. Salut. Salut.